Pour les 70 ans de ma mère, Françoise, le fils de ma sœur a jeté le dessin de mon fils dans la cheminée en criant « De toute façon, personne ne veut de son arbidon ». Tout le monde a ri. Ce soir-là, mon père m'a envoyé un SMS. Tu rends les choses inconfortables pour tout le monde. Passe ton tour pour Noël. J'ai répondu, le virement de fin d'année aussi alors. À 1h du matin, mon téléphone était en train de surchauffer. J'avais 27 appels manqués. Ce n'était pas joli à voir de leur côté. Le 70e anniversaire de ma mère était censé être une grande fête de famille. Mais, dès que Jules et moi avons franchi le seuil de leur maison en banlieue lyonnaise, j'ai senti ce changement d'énergie étrange. Comme si nous étions deux simples bruits de fond dans notre propre famille. Ils étaient déjà tous là, ma sœur aînée Bérénice, son mari Thierry, leurs enfants, et mes parents. Tout le monde souriait trop grand, buvait trop vite, parlait trop fort. Je connaissais cette ambiance-là. Ce n'était pas de la chaleur humaine, c'était de la tension dissimulée derrière des ballons d'anniversaire. Jules avait apporté un dessin sur lequel il avait travaillé pendant des jours. Une scène de forêt avec deux petits cerfs sous un ciel rempli d'étoiles. Il avait même utilisé des paillettes, qu'il détestait d'habitude, juste parce qu'il s'était dit que ça. Mamie aimerait peut-être ça. Je ne lui avais pas dit qu'elle n'en aurait cure. Il le lui a tendu à 2 mains, très fier. Elle y a à peine jeté un coup d'œil, avant de le poser sur un meuble de l'entrée comme s'il s'agissait d'un prospectus publicitaire. Elle n'a pas dit un mot. Je retenais déjà mon souffle. Quand c'est arrivé, Maxime, le fils de Bérénice âgé de 12 ans, a ramassé le dessin, l'a regardé pendant 2 secondes, l'a froissé en boule et l'a jeté directement dans l'insert de la cheminée. Les flammes l'ont consumé en un instant. Puis il a crié assez fort pour que tout le monde l'entende dans le salon, de toute façon, personne ne veut de son arbidon. Et les rires ont éclaté. Pas ceux des enfants. Ceux des adultes. Ma mère, qui était censée être la reine de la fête, a ri la première. Bérénice s'essuyait les yeux tellement elle riait, comme si c'était la meilleure blague de sa vie. Même mon père a ricané dans son coin. Personne n'a fait la moindre remarque à Maxime. Jules est resté là, immobile. Je pense qu'au début, il a cru que cela faisait partie d'un jeu de la fête. Puis il m'a regardé, et il a compris. Je n'ai pas dit un mot. J'ai attrapé nos manteaux, je lui ai dit de remettre ses chaussures, et nous sommes partis. Pas de départ théâtral. Juste partis. Plus tard ce soir-là, vers 21h30, alors que Jules se brossait les dents, mon téléphone a vibré. C'était un SMS de mon père. Tu rends les choses inconfortables. Passe ton tour pour Noël. J'ai fixé l'écran pendant 1 seconde et j'ai répondu, le virement aussi alors. Et je le pensais. Vraiment. Depuis quelques années, j'envoyais discrètement à mes parents 3000 € chaque mois de décembre. Cela avait commencé quand mon agence de communication digitale avait commencé à bien marcher et qu'ils avaient mentionné qu'ils avaient du mal à boucler le budget pour les cadeaux de Noël et les fêtes de fin d'année. Je n'en avais jamais fait toute une histoire, c'était la famille. Mais cette fois-ci, je me suis connectée à mon application bancaire et j'ai clôturé le compte joint que nous utilisions pour ces virements de solidarité familiale. À 1h du matin, mon téléphone était devenu une véritable zone de guerre. J'avais 27 appels manqués, des dizaines de messages. De ma mère, de ma sœur, et même de mon père. Tout y passait, depuis le classique. Comment as-tu pu faire ça, jusqu'à « ce n'est qu'un enfant, tu exagères ». Complètement. Je n'ai pas répondu, mais il n'en avait pas fini pour autant. Le lendemain matin, j'étais dans la cuisine en train de faire des crêpes pour
Jules quand j'ai entendu la porte d'entrée s'ouvrir. Je ne m'étais pas rendu compte que j'avais oublié de la verrouiller en rentrant de ma course. Mes parents sont entrés chez moi sans y être invités, suivis de près par Bérénice. Ils n'étaient pas venus pour s'excuser. Ils étaient venus pour en découdre. Ma mère a commencé à exprimer à quel point elle était déçue par mon attitude. Mon père a enchaîné en affirmant que l'aide financière familiale ne devait pas être assortie de conditions de comportement. Bérénice, quant à elle, m'a reproché d'apprendre à Jules à être faible face aux difficultés de la vie. Je leur ai ordonné de sortir immédiatement de chez moi. Ils m'ont ignoré. C'est alors que Maxime, qui les avait accompagnés, a bousculé Jules en se dirigeant vers lui, en marmonnant encore une méchanceté sur son dessin. Jules a reculé brusquement, a glissé sur le tapis de l'entrée et est tombé lourdement sur le parquet. Son coude était écorché et saignait. Il s'efforçait de ne pas pleurer devant eux. Mais je voyais les larmes lui monter aux yeux. C'en était trop. Je me suis tourné vers eux et je leur ai hurlé de sortir de chez moi, tous, sur le champ. Ils ont tenté de minimiser l'incident, prétendant que ce n'était pas intentionnel, que c'était un simple accident et que Maxime ne faisait que chahuter gentiment. Je ne voulais rien entendre. J'ai claqué la porte derrière eux et je l'ai verrouillée à double tour. Ce n'était que le début des hostilités. Je pensais naïvement que tout s'arrêterait une fois la porte verrouillée, mais apparemment, dans ma famille, se faire mettre à la porte après que son petit-fils a été bousculé et que sa fille a coupé les ponts ne suffit pas à faire comprendre la gravité de la situation. Les messages ont repris dès le lendemain matin. Ma mère m'a envoyé un SMS de gestion des dégâts qui manquait cruellement de sincérité, ne rendons pas cette histoire plus importante qu'elle ne l'est vraiment. Nous plaisantions tous, Clémence. Ne prends pas tout au premier degré. Et puis le coup de grâce. Jules doit s'endurcir un peu. La vie n'est pas toujours tendre avec les sensibles. Pas un mot sur le geste de Maxime. Pas un mot d'excuse pour le dessin détruit. Rien sur la blessure de Jules. Juste des excuses faciles et des dérobades. Les sentiments d'un petit garçon de 8 ans étaient balayés d'un revers de main pour préserver le confort d'un anniversaire et d'un séjour au sport d'hiver qu'il s'imaginait que je paierais encore. À la mi-journée, Bérénice s'est jointe à la partie. Ses messages étaient de pures attaques personnelles. Tu es encore dans ton mélodrame habituel. Tu vas gâcher Noël. Pour un simple morceau de papier. Maman a le cœur brisé, papa en est malade. Et ton petit prodige de l'art s'en remettra très bien. Ce dernier message m'a presque donné envie de jeter mon téléphone contre le mur. Je n'ai pas daigné répondre. Non pas parce que je manquais d'arguments, mais parce que mes actes avaient déjà parlé pour moi. Ce compte bancaire que j'utilisais pour leur verser les 3 000 € chaque hiver était désormais bel et bien fermé. Je l'avais liquidé le soir même où le dessin de Jules s'était transformé en cendre dans la cheminée. Il n'avait pas cru que j'irais jusqu'au bout. Maintenant, il en avait la preuve. En fin de soirée, mon écran ne cessait de s'allumer. Des appels de ma mère, de mon père, deux du mari de Bérénice, et un appel d'un numéro fixe que je ne connaissais pas. J'ai laissé tous les appels basculer sur ma messagerie. J'étais tranquillement assise avec Jules, l'aidant à organiser ses crayons et ses feutres de dessin, quand le premier message vocal est arrivé. C'était mon père. Sa voix était inhabituellement tendue, très contrôlée, trahissant une panique évidente. Il expliquait d'avoir constaté que le compte joint était clos et voulait s'assurer qu'il ne s'agissait pas d'une décision définitive. Il a mentionné qu'ils avaient déjà réservé le chalet à Chamonix pour toute la famille, que c'était non remboursable, que les enfants se réjouissaient déjà d'eux.
Partir et qu'ils avaient acheté tout le matériel de ski. La station de montagne leur réclamait déjà des frais pour les réservations en attente. Puis est venue cette phrase finale, presque suppliante, nous comptions vraiment sur ton aide. Cette année, tu sais. Je n'ai pas répondu. Qu'il compte sur moi était précisément ce qui me posait problème. Pas un, nous sommes désolés, pas un. Nous avons mal agi. Juste l'exigence que je continue à payer leurs vacances de luxe tout en acceptant qu'ils traitent mon fils comme un moins que rien. Ce soir-là, mes parents ont fait le déplacement jusqu'à ma maison. Cette fois, ils ont frappé à la porte. Jules était à l'étage en train de dessiner dans sa chambre, alors j'ai entrouvert la porte d'entrée juste assez pour leur parler. Ils se tenaient là, emmitouflés dans leurs manteaux d'hiver, paraissant soudain avoir vieilli de 10 ans en l'espace de 2 jours. Mon père a commencé par un timide, nous voulons juste discuter tranquillement. Ma mère a enchaîné. Nous ne pensions pas que tu le prendrais aussi mal. Je les ai laissés entrer. Curieuse d'entendre quelle version romancée de l'histoire ils s'étaient inventés. Pour apaiser leur conscience. Ce ne fut pas une séance d'excuses, loin de là. Ils ont simplement dit qu'ils étaient désolés si je m'étais senti blessée, que la plaisanterie de Maxime était peut-être un peu maladroite, mais tout cela était dit sur un ton condescendant de « passons l'éponge et oublions tout pour que les choses redeviennent comme avant ». C'était évident qu'ils cherchaient uniquement à amadouer la situation pour sauver leur séjour au ski. Puis est venue la question inévitable, peux-tu nous aider financièrement juste pour cette fois-ci? J'ai demandé très calmement s'ils avaient pris le temps de parler à Maxime, si quelqu'un dans cette famille lui avait expliqué que ce qu'il avait fait à son cousin était méchant et inacceptable. Ils se sont regardés, embarrassés. Ma mère a fini par dire qu'il n'avait pas voulu dramatiser l'incident, que ce n'était qu'un jeu de gamin et qu'il ne voulait pas le faire culpabiliser pour une simple bêtise de Noël. C'était tout ce que j'avais besoin d'entendre. Sans élever la voix, sans chercher à me justifier, j'ai ouvert la porte d'entrée en grand et je leur ai dit qu'ils avaient 5 secondes pour quitter les lieux. Ils sont partis sans un mot. Ce soir-là, je me suis installée à côté de Jules pendant qu'il dessinait une nouvelle version de sa forêt enneigée. Celle-ci n'avait plus d'étoiles dans le ciel, juste des arbres sombres et un petit garçon debout, seul à la lisière du bois, sans personne autour de lui. Il ne disait rien, mais son dessin parlait pour lui. J'ai compris à ce moment-là qu'il n'avait pas seulement perdu mon soutien financier, il s'apprêtait à perdre notre présence dans leur vie de façon définitive, et il ne s'en rendait même pas encore compte. Le voyage au ski de la famille a finalement été annulé. C'est devenu officiel. Quelques jours avant Noël, même si personne ne me l'a annoncé de vive voix. Je l'ai appris en consultant la story Instagram de Bérénice, qui avait posté une photo de sa table de salon tristement décorée avec pour légende, Noël plan B. À la maison. Merci pour rien. C'était mesquin, très prévisible, mais aussi étrangement libérateur pour moi. Jules et moi avons passé cette semaine de vacances blotties dans notre cocon. Nous avons préparé des biscuits de Noël, découpé des flocons en papier pour décorer les fenêtres et fabriquer des petits objets en pâte à sel pour le sapin. Pas de paillettes cette fois-ci. Jules non. Voulait pas, expliquant que cela lui rappelait trop son dessin détruit. Je n'ai pas insisté. Nous ne faisions pas semblant que tout allait pour le mieux, mais nous goûtions enfin à une paix véritable, loin des sautes d'humeur et des obligations familiales étouffantes. Le soir du réveillon de Noël, ma mère m'a appelé. Son ton était étonnamment enjoué, comme si de rien n'était. Ils organisaient finalement un réveillon simple chez eux, en petit comité, mes parents, Bérénice, sa famille et quelques voisins proches. Elle m'a dit que Jules devrait venir, qu'il serait ravi de voir
Ses cousins ouvrirent leurs cadeaux sous le sapin, et qu'il était temps de laisser les rancœurs de côté pour passer un bon moment ensemble. Je n'ai pas accepté. Immédiatement. Je voulais avant tout protéger Jules et je n'avais aucune confiance en leurs intentions. Mais Jules a surpris la conversation téléphonique et m'a demandé timidement si nous pouvions y aller, ajoutant que sa mamie lui manquait et que peut-être tout le monde se comporterait mieux cette fois-ci. J'ai fini par céder pour lui faire plaisir. Nous sommes arrivés sur les coups de 18 heures. La maison était décorée avec le faste habituel, des guirlandes lumineuses plein le jardin, des figurines de Noël sur le perron et de vieux disques de Tino Rossi qui résonnaient doucement dans l'entrée. Ma mère nous a ouvert la porte comme si nous étions des invités de marque attendus depuis toujours, affichant un immense sourire chaleureux. Elle a serré Jules dans ses bras en répétant à quel point elle était heureuse de notre présence. À l'intérieur, rien n'avait vraiment changé sous le vernis des fêtes. Bérénice s'activait dans la cuisine en donnant des ordres à tout le monde, son mari se servait un verre de cognac bien serré, et Maxime était affalé sur le canapé avec sa console de jeu, ses écouteurs sur les oreilles, sans même daigner lever la tête quand Jules est entré dans la pièce. Nous nous sommes installés à table vers 19h30. L'ambiance était polie mais artificielle, chacun s'efforçant de jouer la comédie de la famille idéale pour le réveillon. Jules était assis juste à côté de moi, repoussant distraitement sa purée aux truffes dans son assiette. Ma mère avait sorti son plus beau service. En porcelaine de Limoges, un héritage familial précieux dont elle aimait tant se vanter. Je me suis fait la réflexion qu'il était ironique de constater à quel point certaines personnes ne sortent leurs plus belles affaires que lorsqu'elles veulent donner l'illusion d'être des gens respectables. Au milieu du repas, mon père s'est levé pour porter un toast. Il a fait un discours solennel sur l'importance de la cohésion familiale, du pardon mutuel et des valeurs de Noël. Tout le monde hochait la tête en souriant, comme dans une publicité niaise pour des chocolats de fête. C'est alors que le moment de bascule est arrivé. Bérénice s'est penchée au-dessus de la table, affichant un sourire provocateur, et a lancé à voix haute, « Espérons juste que personne ne nous fasse une crise de nerfs monumentale pour un simple morceau de papier ce soir. » Un silence de mort s'est installé dans la salle à manger. Puis, les rires ont éclaté. Léger au début, puis de plus en plus franc. Ma mère a ri de bon cœur. Le mari de Bérénice a eu ce petit rire bête qu'il utilise toujours pour ne pas se faire remarquer, et même mon père a esquissé un sourire complice. J'ai immédiatement regardé Jules. Cette fois, il n'était pas perdu ni confus. Il avait parfaitement compris l'allusion méprisante de sa tante. Il a baissé la tête, fixant tristement son assiette. Je me suis levée sans dire un mot. J'ai pris l'assiette en porcelaine de Limoges qui se trouvait devant moi, celle-là même que ma mère chérissait tant, et je l'ai tout simplement lâchée au-dessus du sol. Elle s'est fracassée dans un bruit sec, se brisant en 1000 morceaux sur le parquet ciré. Le silence qui a suivi était absolu. Je n'ai pas haussé le ton. Je n'ai pas exprimé de colère. J'ai simplement pris la main de Jules, et nous sommes dirigés vers la sortie. Nous n'avons pas pris la peine d'attraper nos manteaux, nous n'avons pas dit au revoir. Nous sommes montés dans la voiture. Et nous sommes partis sous la neige qui commençait à tomber. Jules est resté silencieux pendant une bonne partie du trajet de retour. Puis, il m'a demandé à voix basse si j'étais en colère contre lui ou s'il avait fait quelque chose de mal. Je l'ai serré fort contre moi en lui disant que non, que j'étais infiniment pro de lui, et que rien de tout cela n'était de sa faute. Une fois rentrés à la maison, nous nous sommes installés confortablement sur le canapé, les lumières du sapin brillant doucement dans la pénombre, entourés de cette douce odeur de cannelle et de pain d'épices qui flottait dans notre salon.
Je nous ai préparé 2 grands chocolats chauds maison et j'ai laissé Jules s'endormir paisiblement devant un film de Noël. Je commençais à m'assoupir à mon tour quand on a frappé vigoureusement à la porte d'entrée. Je n'attendais personne à cette heure tardive. C'est alors que j'ai aperçu les reflets bleus des gyrophares à travers les rideaux de la fenêtre. Une voiture de gendarmerie était stationnée devant la maison. J'ai ouvert la porte avec appréhension. Le gendarme m'a demandé si tout allait bien chez nous, m'expliquant qu'il avait reçu un appel pour un différend familial houleux avec dégradation volontaire de bien d'autrui, signalant qu'une personne s'était emportée violemment avant de quitter un repas de fête en détruisant du mobilier de valeur. J'ai expliqué calmement et précisément la situation aux gendarmes. J'avais effectivement laissé tomber une assiette, celle de ma propre mère, après que mon jeune fils avait été victime de railleries gratuites une fois de plus, que nous étions partis sans faire d'histoire, et que personne n'avait été blessé ni aucun bien de valeur dégradé au-delà d'une simple vaisselle de table. Le gendarme a semblé un peu embarrassé par la tournure des événements, a dit qu'il comprenait parfaitement la situation, m'a souhaité une bonne fin de soirée et est reparti après quelques minutes. C'est à cet instant précis que la réalité m'est apparue dans toute sa laideur. Ils n'avaient pas appelé les forces de l'ordre parce qu'ils avaient eu peur de moi ou de ma réaction. Ils essayaient simplement de m'intimider, de me punir pour avoir osé tenir tête à leur autorité, pour être parti avec Jules, et pour leur avoir coupé les vivres. Ils ne cherchaient pas la réconciliation, ils voulaient maintenir leur emprise sur nous. Mais cette fois-ci, leur plan avait échoué. Ils venaient de perdre la partie, même s'ils ne l'avaient pas encore pleinement réalisée. Après le départ des gendarmes, je suis resté un long moment immobile dans l'entrée à fixer la porte verrouillée. Dehors, la neige tombait en gros flocons serrés, enveloppant le quartier d'un calme feutré. Jules était déjà monté dans sa chambre, blotti sous sa couette avec la petite lampe torche que je lui avais offerte. Il ne m'a pas posé de questions sur la visite de la gendarmerie. Je pense qu'il avait compris, avec sa sensibilité d'enfant, que toute cette histoire, le dîner manqué, les moqueries répétées, l'assiette brisée et les lumières bleues dans la nuit, n'étaient que les derniers soubresauts d'une rupture inévitable, et que c'était enfin terminé. Du moins, c'est ce que j'espérais de tout mon cœur. Je m'attendais à un silence radio de leur part, à une prise de distance salutaire, mais ils ont préféré persister dans leur rancœur. Le lendemain matin, Bérénice m'a laissé un message vocal interminable de 5 minutes sur mon répondeur. Je n'ai même pas pris la peine de l'écouter en entier, son simple nom s'affichant sur mon écran me soulevant le cœur. Puis est arrivé un SMS de ma mère. C'est donc là le genre d'éducation et d'exemple que tu veux donner à ton fils? Je n'ai pas pris la peine de lui répondre. Je me suis installé par terre près de la grande baille vitrée du salon, regardant la neige s'accumuler dans le jardin. Ce message m'apparaissait d'une ironie presque risible. L'exemple que je donne? Comme si Jules n'avait pas assisté au spectacle de son cousin détruisant son travail artistique sous les applaudissements des adultes, pour se voir offrir un chiot de race à peine 3 jours plus tard en guise de récompense. Car oui, c'est exactement ce qui s'est produit. 3 jours après le réveillon de Noël, ma mère a posté une photo sur notre groupe familial WhatsApp. On y voyait Maxime serrant dans ses bras un magnifique chiot Golden Retriever arborant un gros ruban rouge autour du cou, affichant un sourire victorieux. La légende de la photo disait « Le Père Noël a quand même gâté notre champion. Quelle provocation gratuite. » Il savait pertinemment ce qu'il faisait en publiant cela. Cette image n'était pas destinée à partager un moment de bonheur en famille, c'était une provocation délibérée, un message qui sous-entendait
Tout va très bien pour nous, il est récompensé, et c'est toi la brebis galeuse de cette famille. Je n'ai pas réagi à cette provocation. J'ai simplement quitté définitivement le groupe de discussion familiale et j'ai supprimé leur numéro de mon répertoire téléphonique. Je pensais que l'histoire s'arrêterait là, mais le jour du Nouvel An, j'ai découvert un pli dans ma boîte aux lettres. Pas de carte de vœux traditionnelle, pas de paquet cadeau. Juste une simple feuille de papier à grand carreau plié en 4, déposé sans enveloppe comme un message jeté à la hâte. Je n'ai pas eu besoin d'ouvrir le papier pour reconnaître l'écriture penchée de mon père. Je me suis installée près de la table de la cuisine, ma tasse de café fumant entre les mains, et j'ai lu ces quelques mots: je t'ai élevé avec des valeurs bien supérieures à ce que tu montres aujourd'hui. Tu as couvert cette famille de honte assez longtemps. Tu n'es plus la bienvenue sous notre toit tant que tu n'auras pas présenté des excuses en bonne et due forme et réparé les préjudices que tu as causés. C'était tout. Pas un mot bienveillant. Pour la nouvelle année, aucune pensée pour son petit-fils Jules. Rien que du blâme, des exigences de soumission et un silence glacial à la place de l'amour paternel. J'ai jeté la feuille dans la poubelle de la cuisine, avant de me raviser, de la récupérer pour la déchirer méticuleusement en confetti que j'ai jeté à nouveau. Mais ce n'est pas moi qui ai fait face à cette réalité en premier cet après-midi-là. C'était Jules. Je ne m'étais pas rendu compte qu'il avait vu les morceaux de papier dans la corbeille. Je l'ai trouvé un peu plus tard assis sur la première marche de l'escalier, tenant les fragments recollés de la lettre sur ses genoux. Son visage n'exprimait pas de la tristesse, juste une profonde lassitude. Il avait l'air de ces enfants qui comprennent les fêlures des adultes bien trop tôt. Il ne m'a pas demandé d'explication sur le contenu de la lettre. Il m'a posé une question beaucoup plus directe: alors, maman, on n'a plus de famille en fait? Je n'ai pas su quoi lui répondre sur l'instant. Je me suis simplement assise à ses côtés, je l'ai pris par l'épaule. Et je lui ai dit la seule vérité qui m'importait: nous serons toujours là. L'un pour l'autre, Jules. C'est nous deux la famille maintenant, et c'est tout ce qui compte. Ce soir-là, j'ai préparé un sac de voyage pour nous deux. Je n'ai pas précisé notre destination à Jules. J'ai chargé le coffre de la voiture, j'ai déposé nos téléphones portables dans le tiroir de l'entrée et nous avons pris la route vers les Alpes. À environ 2 heures de Lyon, dans le massif du Vercors, se trouve un petit chalet en bois isolé que j'avais l'habitude de louer pour me ressourcer. Bien avant la naissance de Jules. Un endroit simple, rustique, sans télévision ni connexion internet, entouré uniquement de sapins enneigés, avec un vieux poêle à bois pour se chauffer et le silence de la montagne. Nous y avons passé 2 jours hors du temps. Le premier matin, Jules est sorti sur la terrasse en bois et est resté un long moment immobile à contempler l'immensité blanche du paysage, murmurant que c'était comme vivre sur une autre planète. Je l'observais depuis la fenêtre de la cuisine alors qu'il s'installait sur les marches enneigées pour commencer à dessiner les arbres majestueux, le lac gelé en contrebas et la vieille barrière en bois vermoulu du chalet. Le deuxième soir, après le dîner au coin du feu, il s'est approché de moi et m'a tendu un dessin plié en 2. C'était une représentation de nous deux à l'intérieur du chalet, assis près du poêle à bois. Chaque détail y était reproduit avec une précision touchante, le petit plaid écossais que j'avais posé sur son fauteuil, nos tasses de chocolat chaud sur le rebord de la fenêtre, et la petite branche de pin que nous avions ramassée pendant notre promenade et installée dans un bocal en verre. Tout en bas du dessin, il avait écrit une phrase en lettres appliquées. Voilà à quoi ressemble une vraie famille. Je n'ai pas versé de larmes. J'ai soigneusement plié le dessin pour le glisser dans la poche principale de
Mon portefeuille, le conservant comme le trésor le plus précieux que j'ai jamais possédé. Le lendemain matin, avant de charger la voiture pour le retour, Jules m'a demandé à voix basse si nous retournerions un jour dans la maison de papy et mamie. Je l'ai regardé dans les yeux et je lui ai dit la vérité, non. Mon grand. Pas avant qu'il n'ait compris et qu'il ne décide de changer de comportement. Il a hoché la tête en silence, puis s'est remis à dessiner les branches des sapins ployant sous le poids de la neige. C'est à cet instant précis que j'ai pris conscience que je n'avais plus besoin de rechercher leur approbation, d'attendre leurs invitations de façade ou de céder à leurs chantages affectifs. J'avais trouvé l'essentiel, et je n'allais plus jamais le sacrifier pour préserver des apparences trompeuses. Le reste du mois de janvier s'est déroulé dans un calme plat, beaucoup plus pesant que toutes les disputes qui l'avaient précédé. Plus aucun appel, aucun message d'intimidation, aucune photo provocatrice. Pendant près de 2 semaines, c'était comme si nous avions cessé d'exister pour eux. Même si cela aurait dû s'apparenter à de la liberté et à un immense soulagement, ce n'était pas tout à fait le cas au début. La maison était paisible, Jules avait retrouvé son grand sourire, dormait d'une traite et dessinait beaucoup. Mais il subsistait en moi cette blessure invisible, ce sentiment d'inachevé qui me pesait. Ce n'était pas du regret de les avoir quittés, mais plutôt l'impression désagréable d'avoir fermé la porte sur un conflit sans y avoir mis le verrou final. Une partie de moi, que je m'en voulais d'écouter, ressentait le besoin de faire une ultime démarche. Non pas pour tenter de les convaincre ou d'obtenir leur pardon, mais pour moi-même, pour pouvoir tourner la page définitivement. Sans regret. Je ne voulais pas porter ce fardeau de doute tout au long de l'année, ni me demander dans 10 ans s'il y avait une démarche supplémentaire que j'aurais pu tenter pour arranger les choses. C'est ainsi que, par un après-midi de samedi particulièrement gris, j'ai pris une décision difficile. Nous sommes retournés chez mes parents. Jules n'a posé aucune question sur nos motivations. Il a simplement rassemblé ses carnets, ses crayons de couleur et est monté dans la voiture à mes côtés. C'était sa grande force, il parvenait toujours à deviner l'importance des moments, même ceux que je refusais de verbaliser. Il avait neigé une partie de la matinée, juste assez pour recouvrir la route d'une pellicule glissante et blanchir la cime des arbres du quartier. L'allée de leur maison n'était qu'à moitié dégagée, comme si la tâche de déneigement avait été abandonnée en cours de route par lassitude. Quand j'ai frappé à la porte d'entrée, je m'attendais à une réaction de surprise, à un moment d'hésitation de leur part. Mais c'est ma mère qui a ouvert la porte d'un air parfaitement indifférent, comme si j'étais une simple voisine de passage venant rapporter un colis égaré. Pas d'embrassade chaleureuse, pas de mots de bienvenue. Juste un ordre sec et murmuré, entrez. Nous avons pénétré dans le salon familial que je connaissais si bien. Rien n'avait bougé, les mêmes bougies parfumées sur la cheminée en marbre, les mêmes cadres de photos de vacances alignés sur le buffet, et cette même atmosphère lourde et pesante qui semblait figer l'air. Mon père était assis dans son éternel fauteuil en cuir, ses lunettes de lecture posées sur le nez, faisant semblant d'être absorbé par un dictionnaire qu'il tenait à l'envers. Il a brièvement levé les yeux vers nous avant de replonger immédiatement dans sa lecture silencieuse. Ma sœur Bérénice n'était pas présente. Ce jour-là, et pour la première fois de ma vie, j'en ai éprouvé un immense soulagement. Je ne voulais pas perdre de temps en faux-semblants. Ma mère s'est installée lentement sur le canapé en velours, poussant un profond soupir de lassitude, comme si ma simple question représentait une épreuve insurmontable pour sa patience. Puis, elle a pris la parole d'un ton condescendant, les enfants se chamaillent tout le temps pour des riens. Clémence. C'est le propre de leur âge. Maxime n'a jamais eu l'intention de
Faire du mal à Jules. C'est toi, avec ton tempérament dramatique, qui a créé toute cette histoire à partir de rien. Puis, jetant un regard dédaigneux vers Jules qui s'était installé sagement à mes côtés, son grand carnet ouvert sur les genoux. Elle a ajouté d'une voix mielleuse, nous avons toujours témoigné beaucoup d'affection à Jules, tu le sais très bien. C'est toi seul qui as pris la décision de le tenir éloigné de ses grands-parents. J'ai alors tourné mon regard vers mon père, espérant une réaction de sa part. Mais il est resté parfaitement muet, s'obstinant à fixer les pages de son livre comme s'il était totalement étranger à la scène qui se jouait dans son propre salon. J'ai voulu tenter un dernier effort pour me faire entendre. Je leur ai expliqué qu'il ne s'agissait plus du tout d'une question d'argent, d'assiette en porcelaine brisée, ou même du dessin détruit dans la cheminée. Le véritable problème résidait dans ce comportement systématique et destructeur qui consistait à minimiser les blessures, à ignorer les alertes et à rejeter systématiquement la faute sur les autres pour ne pas avoir à se remettre en question. Et que cette fois-ci, ce comportement toxique s'était attaqué directement à la sensibilité de mon fils. Ce qui constituait une limite infranchissable pour moi. Ma mère a simplement levé les yeux au ciel avec mépris avant de lâcher cette réplique cinglante. Tu as toujours fait preuve d'une sensibilité maladive, Clémence. Tu passes ton temps à surréagir et à monter tout en épingle, comme d'habitude. C'était la phrase de trop, celle qui agissait comme un révélateur. Cette simple remarque suffisait à me faire comprendre que toute cette histoire n'avait jamais réellement tourné autour de Jules ou de son dessin. C'était simplement le rôle qu'on m'avait attribué depuis mon enfance dans cette famille, la fille instable, celle qui crée les conflits, celle qui gâche l'harmonie des fêtes de famille. C'était la vérité qu'ils s'étaient construite pour ne jamais avoir à assumer la moindre responsabilité dans leur propre dérive ou à envisager le moindre changement. Je me suis levée sans un mot de plus, faisant signe à Jules de rassembler ses affaires pour partir définitivement. C'est au moment précis où je me détournais pour franchir la porte que mon père a enfin pris la parole. D'une voix monocorde et méprisante, voilà ce qui arrive inévitablement quand on s'obstine à élever un jeune garçon sans la présence d'un véritable homme à la maison. Je me suis figée sur place sous le coup de l'insulte. Pendant une seconde, j'ai espéré avoir mal compris ses propos, mais j'ai senti Jules se raidir instantanément contre moi. Il avait parfaitement entendu lui aussi la méchanceté de la remarque. Je n'ai pas daigné lui répondre. J'ai simplement ancré mon regard dans le sien, maintenant le contact visuel suffisamment longtemps pour qu'il finisse par baisser les yeux, gêné. Puis nous avons quitté la maison pour de bon. Pas de porte claquée bruyamment, pas de réplique vengeresse. Rien qu'un silence de plomb qui scellait notre départ. Durant tout le trajet de retour en voiture, Jules est resté plongé dans un mutisme complet. Je l'observais régulièrement du coin de l'œil, rongé par l'inquiétude de l'impact de ces mots cruels sur son jeune esprit. Mais au moment où nous nous sommes garés dans l'allée de notre maison, il s'est tourné vers moi et a prononcé une phrase qui restera gravée en moi pour toujours, tu sais. Maman, je crois qu'ils sont incapables de ressentir de la tristesse pour les autres. Ils ne sont tristes que pour eux-mêmes. C'était une analyse d'une maturité désarmante, une vérité que je n'avais jamais formulée devant lui mais qu'il avait su percevoir avec sa propre sensibilité. Ce soir-là, après le dîner, il est venu m'apporter un tout nouveau dessin. On y voyait une maman et son petit garçon marchant côte à côte sur une route enneigée, laissant derrière eux une grande maison sombre, entièrement éteinte, perdue au loin. Tout en haut du papier, il avait tracé ces mots en lettres d'écolier appliquées, certaines portes se ferment pour nous laisser avancer. J'ai installé ce dessin en bonne place sur la porte de notre réfrigérateur, non pas comme le souvenir d'un moment
Douloureux, mais comme la preuve irréfutable que mon fils possède une clairvoyance remarquable, qu'il comprend le monde bien mieux que ce qu'ils ont voulu croire. Et que cette porte que j'ai définitivement close derrière nous ce jour-là ne s'entr'ouvrira plus jamais. Le mois de février est arrivé, et le rythme de notre quotidien a repris son cours tranquille. Dehors, la neige commençait à disparaître par plaques sombres. Dans les coins du jardin, comme si l'hiver lui-même abandonnait la partie par lassitude. Jules a retrouvé ses camarades de classe à l'école primaire du quartier et je me suis replongée activement dans la gestion de mes projets professionnels à l'agence. Nous prenions le temps de préparer de bons petits déjeuners ensemble chaque matin, alternant entre des gaufres maison et des tartines de pain frais doré à la confiture d'abricot. Petit à petit, une atmosphère de sérénité et de douceur s'est installée durablement dans notre foyer, même s'il subsistait parfois en arrière-plan comme l'écho atténué d'une ancienne tempête désormais apaisée. Ce genre de cicatrice familiale ne s'efface pas d'un coup de baguette magique du jour au lendemain. Nous n'avions plus reçu le moindre signe de vie de leur part depuis ce samedi après-midi de janvier. Aucun message, aucun reproche détourné par le biais d'autres proches, pas la moindre tentative de contact. Rien de rien. C'était un sentiment curieux. Je m'étais préparé mentalement à affronter de nouvelles vagues d'attaques, une mise en demeure ou même une visite surprise pour forcer le passage. Mais ils avaient opté pour une stratégie plus destructrice encore, celle de nous effacer purement et simplement de leur existence comme si nous n'avions jamais fait partie de leur vie. Et pendant un temps, ce vide soudain a résonné en moi comme une pièce désaffectée dans laquelle on n'ose plus s'aventurer, remplie de souvenirs encombrants dont on ne sait que faire. Puis, au début du mois de mars, un numéro masqué s'est affiché sur l'écran de mon téléphone portable, laissant un message sur mon répondeur. C'était la voix de ma sœur Bérénice. Son ton était étonnamment calme, posé, presque détaché. Comme s'il ne s'était rien passé de grave au cours des dernières semaines. Elle expliquait d'avoir eu des échos selon lesquels nous allions bien de notre côté. Que Maxime exprimait le souhait de revoir son cousin Jules, et qu'il serait peut-être temps de permettre aux enfants de se retrouver pour leur propre équilibre. Elle concluait en affirmant qu'il n'y avait aucune raison valable de continuer à punir l'ensemble de la famille pour ce qu'elle qualifiait de simple malentendu de fait. Un malentendu. Je n'ai pas pris la peine d'écouter le message vocal jusqu'à son terme. J'ai immédiatement effacé l'enregistrement et j'ai bloqué définitivement ce numéro de téléphone. Car la réalité des choses est bien différente de sa version. Jules ne ressent aucun manque vis-à-vis de Maxime. Ce qui lui manque cruellement, c'est d'avoir eu des cousins capables de le considérer avec respect et bienveillance, de ne pas être traité comme un figurant insignifiant dans sa propre famille. Ce qui lui manque, c'est d'avoir une grand-mère capable de porter un regard attentif et fier sur ses créations artistiques. Ce qui lui manque, c'est cette idée de la famille unie et aimante que j'avais tant essayé de lui dépeindre et de préserver à tout prix, jusqu'à ce qu'elle se fracasse sur le sol en même temps que cette assiette en porcelaine de Limoges. Il n'évoque que très rarement ses souvenirs douloureux, mais ses croquis expriment toute sa pensée profonde. La semaine dernière, il m'a présenté son tout dernier dessin, une rangée de petites maisons alignées sous un ciel nocturne étoilé, toutes les fenêtres étant plongées dans l'obscurité la plus totale à l'exception d'une seule maison, la nôtre, qui diffusait une lumière dorée, vive et rassurante. Quand je lui ai demandé ce que représentait cette unique lumière dans la nuit, il m'a répondu avec un grand sourire, « C'est chez nous maman, parce que c'est là qu'on est vraiment au chaud et en sécurité. » Je n'ai pas pleuré cette fois-ci. J'ai simplement déposé un baiser affectueux sur ses cheveux et j'ai fixé son œuvre sur la porte du réfrigérateur à côté des autres. Ce soir-là,
J'ai ouvert le tiroir secret de ma table de chevet et j'y ai retrouvé une ancienne photographie de famille prise lors du Noël de l'année précédente. Nous y figurions tous, vêtus de pulls de fête similaires, les bras enlacés, affichant des sourires radieux face à l'objectif. J'ai contemplé ce cliché pendant de longues minutes en silence. Puis, d'un geste tranquille, je les replaçai au fond du tiroir, face contre le bois. Sans éprouver de colère, sans amertume ni regret, mais avec une clarté d'esprit totale. Car j'ai enfin compris une vérité essentielle, je n'ai pas perdu une véritable famille, j'ai simplement mis fin à une mise en scène théâtrale dont nous étions les otages. Ce fossé immense qui existait entre l'image de bonheur parfait qu'il s'efforçait de projeter aux yeux du monde extérieur et la réalité de la malveillance dont il faisait preuve à notre rencontre en privé avait toujours été présent. J'avais passé des années entières à tenter de combler ce vide en espérant que mon dévouement et mon amour finiraient par arranger les choses. Mais le véritable amour ne s'encombre pas de conditions de réussite, de manipulation psychologique ou de plaintes injustifiées. Le véritable amour se manifeste par la capacité à faire bloc autour de son enfant quand le reste du monde lui tourne le dos. Il se traduit par le courage de se lever et de quitter une table de fête. Quand le respect le plus élémentaire est bafoué, même si l'on sent ses forces faiblir. Il consiste à accepter de rebâtir son existence sur des bases plus simples, avec moins de relations superficielles, moins d'artifices, mais infiniment plus de sincérité et de vérité. Aujourd'hui, notre maison est un havre de paix, calme mais profondément vivant. Il n'y a plus de sourires forcés. Pour la galerie, plus d'invitations d'hypocrites à des repas de famille étouffants. Il n'y a plus que Jules et moi, savourant chaque instant et apprenant ensemble ce que signifie vivre en harmonie. J'ignore s'ils prendront un jour conscience de leurs erreurs et s'ils changeront d'attitude à notre égard, mais en vérité, cela n'a plus aucune importance pour nous. La porte derrière nous est désormais solidement verrouillée, et celle qui s'ouvre sur notre avenir est grande ouverte sur un ciel dégagé.